RFI et France 24 présentent Mardi politique. C'est l'heure des mardis politiques sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Ensemble, nous recevrons dans la deuxième partie de cette émission Yannick Jadot, député européen écologiste. Mais pour commencer, nous saluons l'un des candidats au poste de premier secrétaire au Parti socialiste, Emmanuel Morel. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à vous de m'inviter. Vous aussi, député européen. Vous êtes 4 à vous présenter, donc 3 concurrents face à vous pour prendre la tête du Parti socialiste, Olivier Faure, Stéphane Le Foll et Luc Carvounas. Et l'on vous présente, vous, comme le chef de file de l'aile gauche du PS. Alors, j'ai envie de vous poser cette question, reprendre le PS, est-ce que c'est pas comme racheter une vieille ruine? Bien sûr, on peut la retaper, mais il y a du boulot. C'est la vieille maison, comme disait Léon Blum, c'est-à-dire en effet un vieux parti. Un vieux parti qui a eu des heures glorieuses, qui aujourd'hui va pas très bien. Nous avons connu une déroute au printemps dernier, un score inédit à la présidentielle, des législatives qui étaient pas bonnes, et des militants qui se posent des questions, parce qu'il y a eu trop d'ambiguïté, de confusion. Mais moi, je crois que cette vieille maison, il est aisé de la relever, pourvu qu'on soit clair sur un certain nombre de choses, et c'est ce dont je parle à l'occasion de ce congrès. Quand on achète une vieille maison comme ça, qu'il faut retaper, il y a 2 solutions. Il y a soit il en reste suffisamment, et notamment des fondations, pour pouvoir rebâtir, ou alors on détruit tout et on reconstruit intégralement à neuf. Vous seriez partisan de quelle formule? Je veux pas tout détruire. On a quand même une histoire. Et d'ailleurs, les Français, quand on leur parle du Parti socialiste, ils pensent à cette histoire. Celle de 1981, celle de 1997 avec Lionel Jospin, et même si on remonte plus loin, on va parler de la SNCF tout à l'heure, celle de 1936, le Front populaire, et des grandes avancées pour les gens. Et ben, le Parti socialiste, dans le Parti socialiste, il y a social. Et bien moi, je veux renouer avec cette tradition sociale, un parti de gauche, central, qui essaye de s'adresser au corps central de la société, les ouvriers, les employés, la jeunesse, qui a été un peu délaissé pendant le quinquennat qui s'est écoulé et qui est aujourd'hui très inquiète parce que Emmanuel Macron, qui est issu du dernier quinquennat, à qui nous avons fait en quelque sorte la courte échelle, mène une politique qui est clairement une politique brutale contre le monde du travail, contre la jeunesse française. Alors on va essayer de comprendre ce que vous voulez faire, ce que vous avez envie de proposer donc aux militants. Mais il faut pointer ce paradoxe tout de même, c'est que le Parti socialiste n'a jamais été si mal en point alors que les inégalités n'ont jamais été si fortes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le PS, quand même, est à contretemps? Ah mais non, mais alors justement, ce que vous soulevez est très important. Le Parti socialiste est à terre au moment où jamais les réponses socialistes n'ont été autant d'actualité. C'est-à-dire, depuis la crise de 2008, depuis la crise financière... Mais elles n'ont pas marché parce qu'on ne les a pas essayées. La vérité, c'est que lors du dernier quinquennat, nous avons mené une politique à contretemps. Finalement, c'est ce qu'on pourrait reprocher à François Hollande, c'est qu'il avait presque 10 ans de retard, 20 ans de retard. Faire Tony Blair après la crise financière de 2008, ça, c'était d'une certaine façon archaïque. Mais jamais on a eu autant besoin... En fait, c'est de la choufflot de Jospin. Jospin aurait dû faire le Tony Blair, justement, en même temps. Non, justement, lui voulait... Non, parce que la voie anglaise... C'est pas une voie qu'on devait emprunter. Mais ce qui est très intéressant dans ce que vous avez soulevé, c'est que moi, je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin de coopération, de régulation, de souveraineté, de solidarité. Et ça, c'est des réponses socialistes. Donc, précisément, l'enjeu de ce congrès, c'est aussi de montrer à quel point notre message, il est d'actualité, il est pertinent. Alors, je vais laisser la parole à Frédéric, mais en fait, est-ce que vous pensez qu'il faut dire aux Français, le libéralisme, c'est baisser les impôts des plus riches, c'est baisser les impôts des entreprises, faut faire l'inverse de ce que fait Emmanuel Macron, mais j'ai envie de vous dire que tout ce que vous venez de dire là, ça a été tenté pendant 20, 25 ans, 20, 30 ans, ça n'a pas marché. Ah bon? Plus d'État, quand vous dites étatisme, plus d'État, le modèle social, il a échoué. Ça fait 30 ans qu'on baisse les cotisations sociales. Parce qu'on dit que les entreprises ont besoin de restaurer leurs marges. Ça fait 30 ans qu'on baisse les cotisations sociales. Est-ce que ça a eu un effet sur la baisse du chômage? Non. Ça fait 30 ans qu'on remet en cause les services publics. Et même qu'on privatise. C'est le cas dans d'autres pays européens, c'est le cas en France. Est-ce que ça marche?
Non. Donc précisément, la réponse libérale, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que en fait, le libéralisme est un dogmatisme. Emmanuel Macron et les autres libéraux se présentent comme des pragmatiques, mais en réalité, ils sont rivés à des dogmes sacro-saints qui ne fonctionnent pas, ça ne marche Pas pas. vous, le keynésianisme, plus d'État, c'est pas des dogmes. Je pense que dans une situation comme celle-ci, la relance de l'activité économique, par exemple par la consommation ou par l'investissement public, ce serait très important. Je vous signale quand même, c'est un chiffre important, c'est la première fois depuis 1945 qu'on a une baisse de l'investissement public en France. Or ça se ressent concrètement dans les services, dans les biens collectifs, dans la vie quotidienne des gens. Donc les réponses socialistes, telles que moi je les préconise, hein, parce qu'après il y a des divergences de vues entre nous, entre les candidats, mais c'est tant mieux. Moi je suis pour un socialisme qui ne soit pas soluble dans le libéralisme. C'est peut-être ça qui fait ma spécificité dans ce congrès, mais je pense que les messages que je porte sont d'actualité. J'ai regardé hier un discours de Jeremy Corbyn. Oui. Le leader du Labour. Oui, c'est le Mélenchon anglais. Pas du tout. C'est un leader traditionnel, mais qui en revient aux fondamentaux, qui dit, voilà, il y a un problème, vous y faisiez allusion, il y a un problème de répartition des richesses. Eh bien, il faut rémunérer davantage le travail et moins le capital, qui dit, en Angleterre c'est très important, nous tenons à nos services publics et nous devons retrouver les services publics. Ça, c'est une réponse moderne. Mais vous faites ce constat, Emmanuel Morel, alors, et au fond vous dites, c'est vrai que la situation légitimerait les solutions, les orientations politiques que nous proposons. Cette vision des choses, elle existe, et elle a existé, y compris sous François Hollande. Elle s'est illustrée à travers ce qu'on a appelé les frondeurs. Comment se fait-il qu'au sein de votre famille politique, finalement, le courant de gauche, ou le plus à gauche, ait perdu cette bataille des idées? Quand est-ce qu'on a perdu la bataille des idées? Au sein du Parti socialiste. Ce n'est pas votre courant qui l'a emporté. Non, mais Je veux dire, le Parti socialiste n'a pas su faire pression, par exemple, sur le président de la République pour nous conduire une politique vraiment de gauche. Mais vous soulevez un vrai problème. Notre problème, c'est l'exercice du pouvoir. Ouais. Quand François... Non, mais c'est vrai. Oui. C'est-à-dire que François Hollande, il arrive sur un programme. Il se trouve qu'il s'émancipe d'un certain nombre de ses engagements. Il prend des décisions dont nous n'avons jamais débattu. Quand il fait le CICE, par exemple, c'est quelque chose dont on n'avait jamais parlé. Quand il fait la loi travail, à la fin du quinquennat, c'est quelque chose dont nous n'avions jamais parlé. Et précisément parce que nous avons quasiment ingéré les institutions de la Ve République, ou plus exactement qu'elles nous ont avalées, nous sommes incapables de dire « stop, là, c'est pas possible ». On a eu un parti socialiste qui était atone, qui s'auto-censurait, qui disait rien. On a eu un Parlement dont le rôle était minoré, abaissé. Est-ce que l'épisode auquel vous faites allusion, celui des frondeurs, c'est symptomatique de quoi? De gens qui ne se parlent plus. Quand Manuel Valls est devenu Premier ministre, s'est instauré un dialogue de sourds qui fait que nous n'avons pas pu délibérer collectivement. Julien Drey, par exemple, qui à un moment donné avait envisagé d'être candidat lui-même au poste de Premier secrétaire, avait dit qu'il faudrait, quand on est au pouvoir, un congrès par an pour pouvoir en quelque sorte évaluer la politique qui est conduite et faire pression si nécessaire sur le président de la République en disant attention, on te suit ou on te suit plus. Ça, c'est une bonne idée ou pas? Non, je crois qu'il faudrait consulter régulièrement les militants, qu'on soit dans l'opposition ou au pouvoir. Je prends un exemple. Si les militants étaient consultés régulièrement, la déchéance de nationalité, nous ne l'aurions jamais proposée. Parce que l'immense majorité des socialistes étaient contre. Si les militants étaient régulièrement consultés aujourd'hui, par exemple, prenons un exemple très concret, le traité de libre-échange avec le Canada, le CETA, il va venir devant l'Assemblée nationale, vraisemblablement au deuxième trimestre 2018. Moi, je veux que les militants socialistes se prononcent pour que les députés socialistes et les sénateurs socialistes qui seront amenés à voter ce texte, ils aient quand même en tête ce que pensent les militants. C'est ça que nous n'avons pas su faire pendant le quinquennat précédent, c'est élaborer collectivement une politique. On a délégué à un exécutif qui était de plus en plus seul, parce que l'Élysée, ça isole, une politique qui progressivement s'est éloignée de ce pourquoi on avait été élu. Et les gens nous ont voulu pour ça aussi, parce que moi, je me souviens très bien, quand on a fait la déchéance de nationalité, les gens nous disaient, enfin, quand on a proposé François Hollande, les gens nous disaient, mais est-ce que ça, c'est conforme à l'idée que vous faites du socialisme? C'est ça les questions auxquelles on était confrontés. Vous voulez une opposition face à Emmanuel Macron, mais vous êtes aussi... Est-ce que vous avez un espace à côté de Jean-Luc Mélenchon? Quel est l'espace du Parti socialiste dont vous rêvez aujourd'hui face à Macron et face à Mélenchon? C'est pas une question d'espace, de part de marché. Non,
il y a Et un d'offres, en rôle tout cas. historique du Parti socialiste, qui est de proposer à la fois un autre partage des richesses, un autre partage des savoirs, un autre partage des pouvoirs. Et cet espace-là, il existe. Vous savez, il y a plein de socialistes qui ont voté Emmanuel Macron parce qu'ils avaient peur d'un deuxième tour entre François Fillon et Le Pen. Vous en connaissez sûrement dans votre entourage, moi aussi. Il y a des socialistes qui ont voté Jean-Luc Mélenchon parce qu'ils avaient le sentiment qu'il était une sorte de boussole à gauche, qui rappelait un certain nombre de fondamentaux. Mais ces fondamentaux-là, à nous, socialistes, de les assumer à nouveau, de les porter, de les promouvoir, c'est totalement possible, pourvu qu'on le veuille. Moi, je pense vraiment que rien n'est perdu. Pour reprendre la question initiale sur la vieille maison, rien n'est perdu, pourvu qu'on sache qui l'on est, pourvu qu'on sache ce que l'on veut, et surtout pourvu qu'on sache pour qui on se bat. Pour qui on se bat. C'est pour ça que je rappelle sans arrêt les ouvriers, les employés, les fonctionnaires. Ces gens... Le PS est devenu un parti de fonctionnaires aujourd'hui. Si déjà on avait des fonctionnaires, ça serait pas mal. Hein, parce que, hélas, aux dernières élections législatives, on a fait 2 millions de voix des fonctionnaires, il y en a 5,5 millions. Donc vous voyez, oui, vous en avez ça perdu serait en déjà route, pas en mal. plus. Mais moi, justement, je suis pour dire... Non, mais pour vous dire que les ouvriers, vous ne les avez pas du tout. Ils sont chez Mélenchon ou chez il faut les Le Pen. reconquérir, il faut les retrouver. Et pour ça, il faut qu'on soit en résonance avec leurs aspirations. C'est pour ça que je parle de salaire, de services publics, d'égalité entre les territoires. Aujourd'hui, parmi les 4 candidats qu'on a cités au début, vous êtes le seul à incarner ce que vous pourriez peut-être, je ne sais pas, je vous prête une expression, vous me direz si vous la validez ou pas, mais une forme de vraie gauche. Non, je dirais un socialisme décomplexé, qui se cache pas derrière son petit doigt, qui s'excuse pas d'être socialiste. Alors le socialisme décomplexé, vous êtes le seul à le représenter. Je finis. Socialisme qui veut gouverner, parce que vous disiez Enfin, un évidemment. problème avec la gouvernance. Non, mais Gouverner, c'est trahir pour certains socialistes. Non, pas du tout. Vous pouvez gouverner et ne pas trahir. On l'a démontré dans le passé. Hein. Il y a quand même, la plupart du temps... Il y a toujours un surmoi chez les socialistes quand ils Non, gouvernent. mais ça c'est une petite musique qu'on entend souvent, mais ça n'est pas vrai. Quand nous arrivons au pouvoir en 81, nous faisons quasiment l'intégralité des 110 propositions de François Mitterrand. Et après le tournant de la rigueur en 83. Mais moi, je m'excuse, mais les gens, à la fin du quinquennat de François Mitterrand, leurs conditions de vie matérielle s'étaient améliorées. C'est ça que je retiens. Donc, pour revenir à votre question, un socialisme décomplexé, c'est un socialisme qui s'assume. Et par exemple, qui ne prend pas le vocabulaire des autres. Moi, quand un dirigeant socialiste dit charge sociale au lieu de cotisation sociale, ça m'exaspère. Quand un dirigeant socialiste dit coût du travail, alors qu'on peut parler de prix du travail, ça m'exaspère. Quand un ministre socialiste parle de clients au lieu d'usagers d'entreprises publiques, ça m'exaspère. Donc moi, je veux qu'on retrouve nos mots, notre vocabulaire, notre grille de lecture de la société. Ça plaira pas à tout le monde, eh ben tant mieux, c'est ça le débat vous voulez rien démocratique. changer. Vous voulez retourner Mais c'est le comme avant. contraire, pas du tout. Moi, je veux tout changer. Mais tout changer, ça ne veut pas dire pour autant... Vous dites les mots historiques, Mais ce n'est pas des mots historiques, ce sont nos mots. C'est les mots qu'on a abandonnés progressivement parce que ça ne faisait pas forcément bien sur les plateaux télé de dire qu'on était pour des cotisations sociales, c'est-à-dire du salaire différé. Bah tant pis. Moi, je suis qu'on en revienne à ces fondamentaux-là, ce qui n'empêche pas de s'intéresser à toutes les luttes nouvelles. Hein, vous avez un sujet majeur, vous en avez déjà parlé, c'est la question de l'évasion fiscale, par exemple. Ça, c'est un sujet sur lequel on doit se mobiliser. Le libre-échange généralisé aujourd'hui, c'est un sujet sur lequel on doit se mobiliser. Voilà. Alors, est-ce que vous allez vous mobiliser sur la réforme de la SNCF, donc, puisque le gouvernement a promis et se met à la tâche avec cette réforme, hein, une des vaches sacrées du service public, la SNCF. Non, ça, c'est votre expression. Non, mais vache sacrée, c'est vrai que j'entends par là que peu de gouvernements, qu'ils soient de droite ou de gauche, ont touché à la SNCF. Mais pourquoi? Par peur. Regardez 95. Mais pourquoi? Parce que par la peur des grèves, par peur... Non, parce que la SNCF, c'est le patrimoine de tous les Français. C'est une vieille entreprise. 1938, juste après le Front populaire. Ça a été renforcé en 1945. C'est quoi? C'est un maillage territorial formidable. C'est parmi les tarifs les plus bas d'Europe. Et évidemment que... Donc, donc la réforme, cette réforme, vous dites... Ah si, je pense que notamment, il faut renforcer les investissements sur les petites lignes. Et sur le maillage territorial qui doit être renforcé, oui. Mais je ne crois pas que le problème principal en France, ça soit le statut des cheminots. Ça, c'est vraiment... Vous savez, ce que fait Macron, c'est extrêmement grave. D'abord sur le fond et aussi sur la forme. Le fait de vouloir passer une telle réforme via les ordonnances, c'est quand même une conception de la démocratie incroyable. Je veux dire, on a vraiment un président qui se défie de tous les corps intermédiaires, qui n'aime pas les élus locaux, il n'aime pas les syndicats, il n'aime pas les associations, et il essaye de passer en force une sorte de stratégie du choc
qui quand même témoigne d'une conception de la démocratie qui est très archaïque, parce qu'il se veut moderne, incroyablement moderne, mais moi, cette verticalité qui fait l'impasse sur le débat parlementaire, ou même sur le débat public, ça témoigne d'une conception très ancien régime de la démocratie, lui qui se veut pourtant le héros du nouveau monde. Emmanuel Morel, le Parlement européen a voté l'ouverture à la concurrence du trafic ferroviaire. Oui, ça je le regrette, amèrement. Ça j'imagine, mais ça a été voté. Dans ces conditions, d'ailleurs hier, Louis Gallois, qui est l'ancien PDG, enfin pas PDG, mais président de la SNCF, il y aura peut-être dans l'avenir un PDG, mais c'était un président. Mais il va y en avoir un, puisqu'il veut le transformer en société C'est pour anonyme. ça que je dis, il y en aura peut-être un, disait que le statu quo ne serait pas toléré par Bruxelles. Donc cette ouverture à la concurrence a été votée dans ces conditions. Est-ce que la France peut ne pas faire cette réforme? Est-ce qu'elle n'est pas de toute façon maintenant pieds et poings liés? Non, pas du tout. Il y a dans le règlement de 2016 un article, c'est l'article 5, paragraphe 4, je crois, qui précise que si la qualité de service est menacée ou si les tarifs sont susceptibles d'augmenter si on ouvre à la concurrence, alors on peut continuer à avoir des services publics qui assurent... Ça suppose des études d'anticipation Faisons-les. Moi, on est quand même instruit par l'expérience. Dans les secteurs qui ont été ouverts à la concurrence, où on nous promettait une amélioration des services et des prix qui baissent, regardons le résultat. C'est pas franchement flamboyant. Et surtout, on a quand même un problème. C'est que si on a une ouverture à la concurrence réelle, la plupart des petites lignes qui sont pas rentables, personne ne voudra y aller. À terme, on les ferme. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire une France à deux vitesses. C'est-à-dire d'un côté, on a des métropoles qui sont reliées entre elles, avec des sociétés qui vont se battre pour assurer ces liaisons, et de l'autre, des pans entiers de notre territoire qui vont être abandonnés, délaissés. Moi, je ne veux pas de cette France-là. Mais ça, il ne va pas y Je n'en veux toucher pas. aux petites lignes. Il dit qu'il ne va pas y toucher, mais dans le même Il temps... ne coûtera pas le rapport Oui, supplémentaire. d'abord, moi, je me méfie de ce qu'ils disent, En effet, ouais. puisque de la même façon, ils disent qu'on ne va pas privatiser la SNCF. Je m'excuse, remettre en cause le statut des cheminots, c'est le prélude à la privatisation. Nous le savons très Regardez bien. la catastrophe de la privatisation en Grande-Bretagne. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Oui. C'est une catastrophe. Une catastrophe Exactement. pour la sécurité. C'est une catastrophe pour la sécurité et pour le pouvoir d'achat Oui. des Anglais, parce que ça Parce que- représente 14% de leurs revenus, là où en France, ça fait 2%. Donc il ne faut pas privatiser. Et je pense Cependant, même qu'il 45, la dette. Mais la dette, de vous savez, SNCF, la dette, parce c'est que pas- elle retombe quand même sur l'État, donc sur les contribuables. D'ailleurs, entre nous soit dit, si on la transforme en société anonyme, la dette, elle va être reprise par qui? C'est un autre problème, c'est-à-dire qu'il n'y aura plus d'investissement parce qu'évidemment, les banques ne voudront plus prêter. Mais je reviens quand même à votre question sur la privatisation en Grande-Bretagne. On a précisément le résultat de ce qu'il ne faut pas faire. Je parlais de Jérémy Corbyn hier, il faisait un discours, il parlait de ça, la qualité déplorable C'est vrai. des transports. Soyons fiers, enfin franchement, en France... Mais est-ce que on a pour quand même autant, il faut tendance- craindre une Non, privatisation? mais en France, on a tendance toujours à se dévaloriser, à se déprécier. Là, on a un beau service public, une belle entreprise. Il y a des choses, la dette, en effet, il faut s'y attaquer. Le sous-investissement, le choix du tout TGV, c'est des choix qui doivent être interrogés. Mais franchement, ne cassons pas ce formidable outil qu'est la SNCF. Est-ce que c'est la notion même des services publics qu'on remet en cause, selon vous, avec ce type de réforme? Mais moi, je pense que le gouvernement n'aime pas le service public. Moi, je vous le dis très clairement, sauf quand il s'agit des hauts fonctionnaires. Parce que taper sur les cheminots, ça, ok, mais les inspecteurs des finances et tous les collègues de M. Macron, leur carrière n'est pas remise en cause, leur capacité de pantoufler allègrement dans les banques et de revenir après dans les cabinets ministériels, ça, personne s'y intéresse. C'est aussi ça, la France de M. Macron, le nouveau monde de M. Macron, cette espèce de fusion rêvée entre les élites néolibérales et la noblesse d'État. Et vous voulez, Monsieur Macron, il me fait penser à Édouard Balladur. En plus moderne, en plus fringant, peut-être en moins poussiéreux, Plus jeune aussi. mais en plus jeune. Mais la réalité de sa politique, En plus sympa, c'était- peut-être. Ça, Peut-être. c'est plus personnel. Peut-être, on peut le voir comme ça. N'empêche que, moi, je me souviens très bien, j'étais un jeune militant politique, je me souviens de ce qu'on appelait le cercle de la raison. Des gens responsables de droite, de gauche, qui disaient, mais oui, ce que fait M. Balladur, c'est bien pour la France. Il s'attaque aux Ouais. services publics, il s'attaque aux régimes spéciaux de retraite, il est obsédé par la dette. On a vu ce que ça a donné. Oui. Alors, Donc moi, je pense que cette réforme ne va pas dans le bon sens. Et je ne fais pas confiance au est-ce gouvernement. qu'elle peut passer comme une lettre à la poste? Ou Elle ça va elle ne arriver dans les passera brancards? pas comme une lettre. Autre service public. La Poste, Oui. là aussi on peut en parler, mais qui est aussi un excellent service public. Même si la baisse du Non, mais ce que je veux dire par là, c'est on- que est-ce que s'il gagne cette on est au bataille-là, bout. est-ce que c'est une bataille symbolique pour Emmanuel Macron? S'il la gagne, ça veut dire qu'il peut tout faire après, derrière. Non, bon, ça je ne crois pas. Non. D'abord, ils ont ouvert
tellement de chantiers à la fois, il y a une sorte de frénésie de réforme, parce qu'il veut s'attaquer clairement à notre modèle social, mais d'abord il ne gagnera pas cette bataille-là, et puis de toute façon, quand bien même il marquerait un point, nous serions toujours là, dans la rue et au Parlement et dans la société, pour s'y opposer. Voilà, spécialité de Roselyne, lancer des questions quand il reste 20 secondes. Merci Emmanuel Morel, c'est la fin de cette première partie. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue sur France 24. En Syrie, à la Ghouta orientale, raids aériens et tirs de roquettes ont compromis la trêve de 5 heures par jour décrétée par Moscou, qui faisait suite à l'adoption de la résolution par le Conseil de sécurité de l'ONU samedi. 2 personnes sont mortes et 16 autres blessées selon l'OSDH. Lorman. Les armes se sont à peine tues que les violences sont déjà repris. Moins de 3 heures après le début du cessez-le-feu imposé par Moscou, le régime syrien a recommencé à bombarder la Ghouta orientale. Ils nous visent, mais nous ne sommes pas un groupe armé. Nous sommes des civils. Pourquoi larguent-ils des barils sur nous? Ils terrifient les enfants, ils détruisent nos maisons. Qu'Allah mette un terme à tout ça. Est-ce qu'on s'en sortira un jour de cette histoire? Pour Damas, ces raids aériens ne seraient qu'une riposte aux tirs de roquettes d'Al-Nosra contre les couloirs humanitaires, destinés à empêcher les civils de quitter l'enclave rebelle, selon le régime syrien. Mais avant même ce constat d'échec sur le terrain, les ONG évoquent une trêve difficile à mettre en œuvre. D'abord parce que les convois humanitaires ont besoin de temps pour être efficaces. 5 heures de trêve sont trop justes pour franchir les checkpoints, décharger les camions et embarquer les civils qui en ont le plus besoin. Ils sont des centaines selon l'ONU. On parle de centaines de malades, environ 700 patients qui doivent être évacués. Et une fois encore, je vous rappelle que seulement 29 personnes ont pu être évacuées par le Croissant Rouge arabe syrien fin décembre. Et que certaines, après avoir reçu des soins, ont été ramenées en Ghouta orientale. Ensuite, la résolution des Nations Unies votée samedi exclut du cessez-le-feu l'organisation État islamique, Al-Nosra et Al-Qaïda, des exceptions qui donnent à Bachar al-Assad une excuse pour poursuivre les bombardements contre ces groupes armés. Et à Moscou, Jean-Yves Le Drian a appelé le régime de Bachar al-Assad à accepter la trêve humanitaire décrétée par la Russie dans l'enclave de la Ghouta orientale. Cette trêve est une occasion, dit-il, de reprendre le dialogue. C'est ce qu'il a déclaré après son entrevue avec son homologue Sergueï Lavrov. Jean-Yves Le Drian souhaite également trouver la forme d'un mécanisme de surveillance de la trêve. Je vous propose d'écouter le ministre français des Affaires étrangères. Et nous savons aussi que la Russie est l'un des seuls acteurs internationaux en mesure d'obtenir du régime syrien la mise en œuvre effective de la résolution 2401. La Slovaquie sous le choc après l'assassinat du journaliste Jan Kuciak, tué par balle, ainsi que sa compagne. Il enquêtait sur des fraudes dévoilant des liens entre des hommes d'affaires douteux et des politiques. Ce meurtre soulève à nouveau la question de la corruption qui avait suscité des manifestations de jeunes en juin dernier, demandant le limogeage de ministres du gouvernement de Robert Fico. Transparency International a récemment classé la Slovaquie à la 7e place des pays les plus corrompus de l'Union européenne. En bref, au Burkina Faso, le procès du putsch manqué du 16 septembre 2015 contre le gouvernement provisoire mis en place après la chute du président Blaise Compaoré s'est ouvert à Ouagadougou. Le dispositif sécuritaire est exceptionnel. Les 2 généraux cerveaux présumés du coup d'État ont été acclamés par des partisans à leur arrivée ce matin. Au total, 84 accusés sont jugés, 66 militaires et 18 civils. Restez avec nous tout de suite, la suite de Mardi Politique avec Roselyne Fèvre et Frédéric Rivière qui reçoivent Yannick Jadot, qui est le député européen écologiste. Restez avec nous. Billet retour, présenté par Vincent Roux. Fin 2016, l'élection d'Adama Barrow a suscité un immense espoir chez les Gambiens. Après 22 ans de règne sans partage, Yahya Jammeh est battu dans les urnes. Avec son éviction s'envole un passé teinté d'emprisonnement, d'assassinat et de corruption. La nouvelle Gambie promise par le président sera-t-elle à la hauteur des espérances de ses habitants? Billet retour à regarder sur France 24 et France24.com.